Fidèles téléspectateurs d'Event News, bonjour. Nous recevons pour vous aujourd'hui M. Sidi Kaba, journaliste, chroniqueur à Le Monde Afrique. Avec lui, nous allons échanger sur les questions africaines, principalement la menace de certains pays africains de se retirer de la Cour pénale internationale, du prochain sommet de la francophonie à Tananarive à Madagascar. Bonjour, M. Sidi Kaba. Bonjour à vous, bonjour à vos téléspectateurs. Récemment, lors de sa dernière visite à l'Élysée, le président Alassane Ouattara disait à sa sortie de sa séance de travail avec le président français François Hollande, à une des questions posées par les journalistes, qu'il n'était pas pour le retrait des pays africains de la Cour pénale internationale et qu'il souhaiterait que ceux qui ne sont pas retirés y restent. Aujourd'hui, pourtant, ce n'est pas le sentiment général des jeunesses africaines. Vous, face à cette attitude de certains pays africains, des jeunesses africaines de sortie de la Cour pénale internationale, quelle réflexion vous faites? Je pense qu'il y a un constat qui est incontestable. C'est celui de l'orientation que la CPI a choisi de faire vers l'Afrique, de faire une sorte de fixation même à la limite. Sur l'ensemble, en tout cas sur 99% des enquêtes qui sont en cours, elles concernent le continent africain. Les seules personnes qui ont été condamnées aujourd'hui par la Cour pénale internationale, ce sont des Africains. Jean-Pierre Bemba, Thomas Lubanga, Al-Mahdi, le djihadiste malien qui a été condamné pour les faits qui ont été commis à Tombouctou. Donc il y a un constat indiscutable sur le fait que les personnes principalement poursuivies sont des Africaines. Et il y a aussi le fait que, comme vous savez, la Cour pénale internationale fonctionne selon le principe de la subsidiarité. C'est-à-dire que lorsque le pays concerné ne peut pas juger, la Cour s'est saisie de cette affaire, soit parce qu'elle a été requise par le pays concerné, soit parce qu'elle a été requise par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Quand on prend l'exemple du président soudanais El-Béchir, qui est poursuivi par la Cour pénale, le Soudan n'est pas membre de la Cour pénale internationale, mais c'est le Conseil de sécurité qui a décidé de saisir la Cour pour qu'elle poursuive le Soudan. Mais cette même Cour ne peut pas aujourd'hui faire la même chose pour Al-Béchir. Pourquoi? Parce que Al-Béchir a un parrain qui est la Russie. Si jamais on parle au Conseil de sécurité pour poser... Donc, comme vous voyez, il y a une sorte d'inégalité devant la Cour pénale internationale. Ça, c'est un vrai problème. Donc, et les Africains ont raison de poser le problème de l'équité devant la justice pénale internationale. Lorsqu'on fait ce constat, pour moi, il ne s'agit pas de partir, mais il faut rester pour créer le rapport de force à l'intérieur pour obtenir que la Cour pénale internationale s'intéresse à ce qui s'est passé en Afghanistan, s'intéresse à ce qui s'est passé en Palestine, s'intéresse à ce qui se passe en Syrie et en Irak. En ce moment, elle serait crédible. Parce que, pour moi, si on part massivement après l'Afrique du Sud, après la Gambie, après il y a 3 pays africains qui sont partis, l'Afrique du Sud est partie, la Gambie est partie, il y a un 3e pays qui va me revenir, qui est parti aussi. En tout cas, si on part tous ensemble, que vont devenir les victimes elles-mêmes? Parce que la question aussi, c'est la place des victimes. Lorsque vous prenez un cas concret comme la Centrafrique aujourd'hui, l'État n'existe pas en Centrafrique. Il y a des seigneurs de guerre qui sévissent dans le nord de la Centrafrique, les ex-Séléka qui tuent les gens. Ces gens-là, si on leur dit qu'ils ne seront jamais punis parce que la justice de leur pays ne peut pas les punir, parce que la CPI ne peut pas les punir, ils vont poursuivre dans leur exaction. Donc moi, tout en faisant le constat de l'inéquité devant la justice internationale, je plaide pour qu'il y ait un rapport de force à l'intérieur de la Cour pour qu'elle change, pour qu'elle soit équitable. Et un autre aspect, c'est aussi le recrutement. Il y a le président de l'Assemblée des États partis, Sidiki Kaba, qui est un Sénégalais. Il y a la procureure Bensouda, qui est une Gambienne. Mais au niveau des juges, il n'y a pas beaucoup d'Africains. Vous ne pouvez pas juger un dossier sur la Côte d'Ivoire. Un juge qui a travaillé en Côte d'Ivoire, qui connaît les réalités sociales en Côte d'Ivoire, est plus à même de juger une affaire ivoirienne qu'un Néerlandais. Un juge d'origine congolaise est plus à même. Or, sur ce plan-là, la Cour, aujourd'hui, présente une insuffisance. Il n'y a que des Blancs qui jugent les Noirs, c'est pas faux. Mais sur cette question, justement, comme vous l'évoquez tout à l'heure, beaucoup d'observateurs de ce tribunal, de cette juridiction internationale, jugent que c'est l'instrument des puissants en réalité. Comment aujourd'hui l'Afrique pourra-t-elle faire pour pouvoir aujourd'hui peser au sein de cette institution, comme le Conseil de sécurité, de sorte à, comme vous le souhaitez, avoir l'équité au sein de la Cour pénale internationale? Non. À mon avis, si aujourd'hui, vous avez vu, dès que les Africains ont commencé à partir, toute
l'émotion, toute l'incompréhension que ça a suscité. Je crois que si on peut exploiter utilement ce départ des 3 pays africains, si les autres pays africains continuent à faire la menace, ça peut être une occasion justement pour que la Cour change sa façon de travailler. Depuis que les Africains ont commencé à protester et depuis que les gens ont commencé à traduire dans la réalité la menace, il y a un changement. Madame Bensouda a annoncé qu'elle va ouvrir une enquête sur ce qui s'est passé en Afghanistan. L'Afghanistan ne date pas d'aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu que l'enquête va s'ouvrir. Il y a une enquête qui menace Israël. Tout ça, c'est parce que les Africains ont commencé à dire que nous ne pouvons pas être les seuls. Les enquêtes, on sait qu'à la CPI, les enquêtes peuvent être ouvertes. Les enquêtes peuvent être ouvertes. Il y en a plein qui sont ouvertes. Comme on l'avait dit, le mandat d'arrêt lancé contre le président soudanais qui n'ira nulle part, tout le monde le sait. Aujourd'hui, voilà, justement, c'est ça. La CPI n'a ni armée, ni police, ni gendarmerie pour pouvoir aller arrêter un chef d'État ou un criminel dans un pays. Si ce pays-là même ne le livre pas. Donc voilà un certain nombre de faiblesses aussi de cette cour auprès des... Donc en réalité, on a le sentiment que c'est pour juste dire aux Africains, non, regardez, on va enquêter en Afghanistan, on va enquêter en Israël, on va enquêter ceci, cela, ne vous inquiétez pas. Mais pourtant, c'est en Afrique que la CPI sévit le plus. On a l'impression que la CPI vit parce qu'il y a l'Afrique. Non, ce que vous dites n'est pas faux. Le constat, je vous concède sur le constat, moi je suis d'accord. On n'est pas d'accord sur la solution. Est-ce qu'il faut supprimer la Cour? Moi je ne suis pas d'accord. Il y a eu le tribunal spécial du Rwanda. Il y a eu le tribunal spécial en Sierra Leone. Il y a eu le tribunal spécial en Yougoslavie. Absolument. Pourquoi ne pas revenir sur le principe des Mais tribunaux le problème de la faiblesse, aujourd'hui on a fermé le tribunal pénal international sur le Rwanda qui était à Arusha, alors que les dossiers n'ont pas été entièrement épuisés. C'est que ce type de tribunaux ont une faiblesse, c'est que c'est des tribunaux à durée déterminée. Ils ont une durée déterminée, alors que la Cour pénale... Mais donc on finit d'épuiser normalement tous les dossiers. Oui, il y a toujours une enquête criminelle de grande ampleur, comme un crime, comme un génocide, comme un crime contre l'humanité. Ce sont des enquêtes qui peuvent durer 18, 25 ans, etc., qui prennent du temps. Il faut prendre le temps de le documenter. On a vu l'enquête, pour parler d'un cas précis, aujourd'hui la CPI dans l'enquête au moment du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, on a l'impression que la CPI pétine, qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites un peu à la va-vite, etc. On a l'impression ou bien la CPI piétine? Non, mais c'est clair. En tout cas, mais est-ce que ce procès aujourd'hui, ça ne donne pas le sentiment aux Africains que, voilà, c'est n'importe quoi, que c'est de lourd face à ce procès de Laurent Gbagbo? On a le sentiment que les puissants veulent bouffer du Gbagbo, d'un président africain certainement qui s'est dressé contre un ordre mondial. Est-ce que ce n'est pas la crainte de ces autres chefs d'État africains? Non, je pense que l'instrumentalisation de la Cour pénale internationale n'est pas discutable. C'est une réalité. Ça me semble, si on reste sur le cas ivoirien, vous voyez, la Cour pénale internationale a décidé, elle est actuellement en train de juger l'ancien président Laurent Gbagbo. Le pouvoir ivoirien a décidé de ne pas livrer Madame Gbagbo, a décidé de ne pas livrer les autres en dehors de Madame Gbagbo, d'autres qui peuvent être justiciables devant la Cour pénale internationale. Donc, c'est un choix politique que le pouvoir ivoirien a fait en fonction de ses considérations, en fonction de ses intérêts. Et souvent, c'est ce qu'on reproche à la Cour. C'est justement le fait qu'elle serve souvent des agendas politiques. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, au moment où Jean-Pierre Bemba, en 2009 ou en 2008, a été arrêté, il était quand même une menace, c'était quand même le challenger du président Kabila, et qu'il allait pouvoir se représenter à nouveau devant le président, contre le président Kabila. C'était son arrestation et sa neutralisation politique par la Cour. On reprenait un agenda politique. Oui, elle tombait à bon... Je ne peux pas dire que c'est M. Kabila qui a téléphoné pour qu'on arrête, mais en tout cas, elle tombait à un bon moment pour le pouvoir congolais. Et ça, je crois que la Cour a un travail à faire, un effort à faire. Moi, je continue à penser qu'il faut absolument il ne faut pas partir massivement de la Cour, il faut créer les conditions pour que la Cour devienne efficace, notamment... Comment on crée ces conditions-là? Par exemple, il faut empêcher que les pays, que des membres du Conseil de sécurité décident comme ça d'opposer un veto contre une poursuite de la Cour. On a vu dans le cas du président syrien. La Russie a décidé que même s'il a commis des crimes contre l'humanité, nous on met notre veto, on le laisse. El-Béchir n'a pas de parrain, bon, on va le poursuivre. Donc il faut empêcher justement cette instrumentalisation, cet usage des droits de veto. Deuxième chose, à mon avis, il faut élargir le recrutement au niveau de la Cour. Il y a aujourd'hui 90% des gens qui sont non africains.
Alors que les enquêtes sont Alors africaines. que 90% Donc, des les dossiers enquêtes sont sont africains. africaines. Donc pourquoi est-ce que les Africains seraient incompétents? Est-ce qu'il n'y a pas des juristes compétents à Abidjan, à Niamey, je ne sais pas, à Kinshasa, ou à Kampala, ou à Pretoria? Il y en a, je suis convaincu. Donc il faut faire ce travail aussi d'élargissement de recrutement de la Cour pénale internationale. À mon avis, si on, et puis il faut revoir l'ensemble du traité de Rome qui a abouti à la mise en place, à la création. Il y a des faiblesses que vous avez soulignées à juste titre. Aujourd'hui, c'est au déshydratat du pays. Si le pays veut, il arrête. S'il ne veut pas, il n'arrête pas. Donc il faut revoir tout ce qui n'a pas fonctionné et améliorer. La Cour est perfectible. On a vu que les Africains ont été capables de juger un ancien chef d'État, Hissène Habré, à Dakar avec les chambres africaines extraordinaires. Donc il faut travailler tout cela. Il faut, à mon avis... moi, à mon avis, il ne faut pas travailler, à mon sens, dans l'autre sens. Travailler à ce qu'aujourd'hui, les pays africains puissent avoir des justices. Qu'ils puissent eux-mêmes se juger. Ici, d'aventure, il y a bien sûr. de ce tas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. C'est vrai, peut-être un peu malheureusement, mais Simone Gbagbo est jugé en Côte d'Ivoire pour les mêmes crimes, pour les crimes pour lesquels Laurent Gbagbo est poursuivi. C'est vrai, c'est un procès, bon, on sait dans quelles conditions il est mené, mais voilà, aujourd'hui, Hissène Habré, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, Hissène Habré a été jugé à Dakar, il y a eu un tribunal spécial. Pourquoi aujourd'hui on ne ferait pas ce chemin à l'envers pour dire aujourd'hui que les Africains jugent eux-mêmes les Africains, parce que ça ressemble à autre chose quand, comme vous l'avez dit tout à l'heure, 90% des juges de la CPI sont des Occidentaux qui ne connaissent pas les réalités africaines, qui jugent les Africains. C'est comme toujours, c'était le colon qui venait juger le colonisé, quoi. Oui, moi je suis d'accord avec vous. C'est la meilleure idée, ce n'est même pas ce que moi j'ai proposé pour qu'on change la Cour. La meilleure idée, l'essentiel, c'est que nous ayons en Afrique une des justices indépendantes qui puisse faire le travail. Or, vous me considérez que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Il y a des pays où vous ne pouvez même pas juger un sous-préfet, a fortiori juger un ministre ou un directeur général, parce que la justice n'est pas indépendante. Donc, il faut créer les conditions... La CPI non plus. Hein. Oui, mais la CPI, je ne suis pas sûr aujourd'hui que quelqu'un peut téléphoner pour dire il faut arrêter ou ne pas arrêter. Alors que souvent dans nos pays, c'est ce qui se passe. En fonction du fait que vous soyez dans la majorité au pouvoir, on ne vous arrête pas. Ou on a même vu des cas dans nos pays où vous êtes sûr que vous êtes compromis dans une affaire judiciaire, le lendemain vous prenez la carte du parti au pouvoir ou de la majorité au pouvoir, et puis ça vous donne une immunité judiciaire. Nous devons en sortir, nous devons complètement sortir de cela, arriver à des justices. C'est la CPI qui peut être une solution à nos manquements démocratiques. Non, c'est pas la même chose. La CPI ne juge pas des affaires que nous pouvons juger chez nous. Moi, je dis que pour arriver à cette étape, qui est l'étape la plus salutaire, où nous-mêmes nous allons juger nos propres dirigeants ou nos ex-dirigeants, il faudra que nous d'abord travaillions pour avoir des justices indépendantes qui peuvent juger des gens. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. Nous pouvons le faire. On a vu avec l'Afrique du Sud. Prenons le cas de l'Afrique du Sud. Même si les choses ne sont pas totalement abouties, c'est quand même des juges sud-africains qui ont ordonné au président Zuma de rembourser l'argent qu'il a pris indûment. C'est quand même des juges sud-africains qui ont enquêté pour montrer que le président Zuma a des liens qui ne sont pas sains avec les Gupta, qui sont les Indiens, qui sont les hommes d'affaires. Donc, il y a une possibilité, rien qu'à voir l'exemple de l'Afrique du Sud. Je pense qu'il y a d'autres exemples sur le continent où la justice peut travailler dans des conditions. Et c'est ça la solution pour moi. C'est au-delà même de quelques pistes qu'on a avancées pour transformer la Cour pénale internationale. La solution viendra de la possibilité que nous aurons d'avoir des justices indépendantes. Pour parler, on parle souvent, quand on parle de l'Afrique, on ne met pas en valeur de bons exemples. Mais par exemple, la justice, la Cour de justice de la CEDEAO a pris des décisions qui sont des décisions importantes. Sur le cas, quand le CDP a saisi le CDP, la Convention démocratique pour le progrès, le parti du Burkina, de l'ancien président. Quand ils ont saisi la cour de la CEDEAO, la Cour a ordonné au Burkina de permettre aux gens du CDP d'être candidats. Elle a dit que c'est une violation des droits. La Cour a également condamné le Niger. Une Nigérienne est allée se plaindre pour dire que l'État du Niger est responsable du fait qu'elle ait été tenue en esclavage pendant longtemps. L'État du Niger a été condamné. Dans l'affaire de Barré aussi, le président Barré du Niger,
l'État du Niger a été condamné. Donc il y a un travail, il faut renforcer ce type de juridiction. Mais les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO très souvent ne sont pas. Cette Cour de justice n'a pas de moyens coercitifs. Oui, c'est ça le problème. Pour permettre aux autres, voilà l'application, on l'a vu même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Michel Gbagbo aussi a porté plainte. Cette même Cour a condamné l'État de Côte d'Ivoire, mais il n'allait nulle part. Il est encore à Abidjan, il est interdit de sortir. Voilà des réalités. C'est ça aussi, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, la question des indépendances de justice africaine. Mais qu'est-ce que aujourd'hui, vous pensez que est-ce que les jeunesses africaines sont aptes à accepter que leur leader soit aujourd'hui jugé dans une justice ou dans une cour dans laquelle ils ne se reconnaissent pas? Oui, non, moi je suis d'accord avec la question. Même si aujourd'hui nos justices ne sont pas indépendantes. Vous savez que pour parler concrètement, l'affaire de Hissène Habré. Lorsque Hissène Habré, les chambres extraordinaires ont été créées, c'est parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un risque que Habré soit jugé par les Belges au nom de la compétence universelle. Les Belges, un citoyen tchadien qui est devenu belge a porté plainte et la justice belge a demandé au Sénégal de livrer Habré ou de le juger. Et les Africains ont estimé à juste titre que nous ne pouvons pas Habré, nous préférons laver notre linge sale en famille. Nous allons nous-mêmes créer les chambres africaines extraordinaires. C'est comme ça, en franchissant des obstacles, il y a eu beaucoup de va-et-vient. Le Sénégal a dû modifier sa législation pour qu'il y ait des magistrats étrangers. Donc, il y a ce travail qui a été fait. L'idéal, c'est ça. Il faut que les dirigeants africains soient jugés. Moi, honnêtement, pour être concret, je préfère qu'un dirigeant nigérien soit jugé en Côte d'Ivoire ou qu'un dirigeant ougandais soit jugé au Mali plutôt que de voir un dirigeant africain jugé en Occident. Il y a une blessure personnelle parce que l'inverse ne serait pas possible. Jamais. Écoutez, vous connaissez l'histoire de l'Arche de Zoé. L'Arche de Zoé, ce sont des Blancs qui sont partis au Tchad, qui ont pris des Tchadiens, qui ont prétendu que ces gens sont des orphelins, qui voulaient les amener ici. Vous savez les pressions que le Tchad a subies pour ne pas juger des Blancs ordinaires, qui sont des Blancs ordinaires, qui ne sont personne. Alors, si nous, on nous dénie la possibilité même, et lorsque ces Blancs ont été condamnés là-bas au Tchad, on les a amenés ici, en disant qu'il y avait un accord pour que... Vous imaginez, aujourd'hui, s'il y a un Tchadien en prison ici en France qui a commis une infraction, qu'on va le transférer en N'Djamena pour bouger sa prison. Donc, il faut que, de ce point de vue, que nous travaillons à ce que les choses se passent chez nous-mêmes. Mais pour que nous soyons crédibles, moi, je pense que pour que les gens nous prennent au sérieux, qu'ils ne nous fassent pas un peu de la condescendance en disant oui, mais la justice n'est pas indépendante chez eux, oui, mais on a vu le président téléphoner au juge, etc. Donc, il faut que nous-mêmes nous travaillions à ce que nous ayons une justice crédible chez nous, de sorte à enlever l'argument à ceux qui peuvent nous critiquer en disant qu'on ne peut pas juger les gens chez nous. Merci. Nous allons venir sur la question du prochain sommet de la francophonie qui va se dérouler à Antananarivo, à Madagascar. C'est le 16e, normalement, 16e sommet de la francophonie. Est-ce que là, depuis un certain moment, depuis le sommet de Dakar, on a le sentiment que la francophonie devient un instrument politique pour la France? Oui, écoutez, la politisation de la francophonie, à l'origine, c'était l'Agence de coopération culturelle et technique. Elle s'occupait beaucoup plus des aspects culturels, elle s'occupait beaucoup plus des aspects techniques. L'enseignement de la langue française, les questions du cinéma, elle a quand même fait beaucoup de choses dans cette matière. À partir de 2002, l'arrivée de Abdou Diouf au sommet de Beyrouth, les gens ont estimé qu'il fallait lui donner un coup politique, un virage politique. Et bon, la francophonie aujourd'hui est devenue à des prises de position politiques sur les élections. Et j'ai même vu la francophonie organiser des réunions sur la lutte contre le terrorisme, etc. Bon, il y a, comme dit l'adage, qui trop embrasse mal étreint, à vouloir embrasser tout ça, c'est clair qu'elle va faire du saupoudrage un peu, au lieu de faire le cœur de métier. Ça, c'est un vrai débat. Et la France, comme vous savez, le problème c'est le principe du qui paye commande. La France est le principal contributeur. C'est elle qui donne l'argent. Donc, de temps en temps, elle actionne des choses, elle fait passer des messages. C'est clair que, mais si on veut mettre fin à l'hégémonie de la France, à la francophonie, il faut qu'il y ait d'autres contributeurs. Je sais que le Canada contribue, la Suisse, la Belgique, mais il faut qu'il y ait davantage de contributeurs et d'éviter que la France soit beaucoup trop influente. Elle a d'autant moins de légitimité
que l'essentiel des francophones sont maintenant en Afrique. Ils ne sont plus en France. C'est l'Afrique qui est le cœur le bassin de la francophonie. Les Africains gagnent quoi au sein de cette francophonie? Non, il y a des choses quand même que la francophonie, je pense que sur les aspects moins politiques, notamment les questions de CLAC, les clubs de littérature et d'animation culturelle qui ont été créés dans beaucoup de pays, les questions d'accès à l'Internet avec le campus numérique que l'Agence universitaire de la francophonie a créé. Parce qu'il y a le secrétariat, mais il y a aussi les opérateurs techniques. La TV5 Monde, par exemple, est un opérateur de la francophonie. Et il est évident que TV5 Monde, par exemple, quand même apporte une autre lecture. Moi, quand je regarde l'information en tant que professionnel, la façon dont l'information est traitée à TV5 et la façon dont c'est traité à France 24, j'ai l'impression qu'elle est différemment traitée à TV5. Et c'est une bonne chose. Elle n'a pas la même influence que France 24, qui est souvent perçue comme la voix du Quai d'Orsay ou la voix c'est souvent à tort ou à raison perçue comme ça. Mais donc l'existence d'opérateurs comme l'Agence universitaire de la francophonie, comme TV5 Monde ou comme l'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, présidée par la maire de Paris, qui crée des relations entre les villes du Sud et du Nord, font que je pense que pour l'instant, à mon avis, la francophonie est une bonne chose. La francophonie est une bonne chose, mais aujourd'hui, à la base, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était un espace normalement d'échange culturel entre les différents peuples qui ont en partage la langue française. Mais finalement, on a le sentiment que c'est plutôt la culture française qui s'impose aux autres civilisations. Oui, mais il y a une période de la francophonie a fait un travail sur les langues africaines. Parce que vous savez, tous les juristes, pas les juristes, tous les spécialistes de l'enseignement savent que si vous commencez à étudier dans votre langue maternelle, avant d'apprendre la langue française ou même une autre langue, vous êtes plus performant que si vous commencez directement par la langue étrangère. Donc la francophonie a bien perçu cela. À un moment, elle a créé un programme pour aider les langues africaines à commencer à travailler. Et je crois qu'il y a aussi des programmes pour la promotion du cinéma du Sud. Il y a même un programme qui s'appelle le cinéma du Sud, qui est dirigé par le Fonds Sud pour la promotion du Sud. Et puis, il y a aussi le soutien à la diversité de la presse. Il y a un fonds d'aide à la presse qui gagnerait à être alimenté. La francophonie sélectionne chaque année quelques journaux, quelques radios, télévisions qui n'appartiennent pas aux États, auxquels elle donne une subvention symbolique de 30 000 euros pour les aider à s'améliorer. Donc, il y a des choses qui sont faites au-dessus, à côté de la langue française, qui n'appartient pas, comme dit Khatab Yassine, l'écrivain algérien qui dit que moi, c'est mon butin. J'ai arraché ça au français, la langue française. Donc, il y a des choses qui relèvent de la culture française, mais il y a des choses qui ne relèvent pas de la culture française, qui font que la francophonie est utile. Moi, je pense que le problème de la francophonie aujourd'hui, c'est qu'à trop vouloir faire dans la politique, elle a un peu délaissé l'aspect culturel. Et c'est là où elle a une valeur ajoutée. Il y a le Conseil de sécurité, il y a d'autres organisations des Nations Unies qui peuvent s'occuper des questions fondamentalement politiques. La francophonie, si elle avait continué à travailler sur les aspects culturels, à mon avis, ça aurait été utile. Aujourd'hui, vous voyez, dans la plupart des capitales, je ne connais pas le cas à Abidjan, mais à part Ouagadougou, dans toutes les capitales d'Afrique subsaharienne, il n'y a pas de cinéma. Hein. Le cinéma, la salle de cinéma, tous les cinémas ont disparu. À Dakar, par exemple, moi j'y étais il y a une vingtaine d'années, il y avait 2 cinémas, etc. Tous ces cinémas ont disparu. Or, aujourd'hui, la jeunesse africaine a besoin. C'est quelque chose, par exemple, dont la francophonie aurait pu se saisir pour aider les Africains à pouvoir accéder au cinéma. Quand je dis cinéma, je ne parle pas de Hollywood. Je parle de Nollywood, de cinéma qu'on peut faire au Nigeria. Je parle du cinéma qu'on peut faire au Ghana. Je parle aussi du cinéma que des Africains peuvent produire. Si la francophonie s'était focalisée aujourd'hui autour de ces questions-là, à mon avis, elle aurait été plus utile que de faire des grandes déclarations sur les élections. Sur les élections et qui ne changent absolument pas rien, qui ne changent rien du tout, puisque les gens considèrent que c'est... Bon, on n'a jamais entendu la francophonie faire une déclaration de la francophonie changer fondamentalement une élection. Donc si elle s'était focalisée sur ces aspects culturels, à mon avis, elle aurait été d'une plus grande utilité que dans le cas d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les jeunes Africains, avec les Chinois qui sont en train de monter, les Indiens qui montent, qui se développent, ces nouveaux pays émergents, est-ce que vous pensez que le français, du moins la langue française, a véritablement de l'avenir en Afrique, même si aujourd'hui c'est les anciennes colonies françaises qui font aujourd'hui la force de la langue française?
Oui, je pense que la diversité linguistique est un enrichissement. Si un francophone apprend l'anglais, c'est pas contre le français. Il faut que les francophones, il faut que la France, que la francophonie le comprennent. Parce que nous sommes dans une mondialisation qui fait que aujourd'hui, vous parlez de la Chine, c'est très concret. La Chine installe du matériel dans nos pays. La Chine accompagne les télévisions africaines, par exemple, dans le passage au numérique. La Chine installe, pour prendre le cas que je connais, une raffinerie au Niger, à Zander. La Chine installe des choses. Si on ne parle pas français, si on ne parle pas chinois plutôt, les Chinois, le jour où ils partiront, on ne pourra pas lire les machines là, on ne pourra pas les mettre puisque c'est des machines qui viennent de Chine. Donc on a intérêt à apprendre le chinois à côté du français, on a intérêt à apprendre l'indien pour faire du business. Nous, notre intérêt en tant qu'Africains, à mon avis, c'est que nous puissions avoir des partenaires divers à la fois sur le plan économique, sur le plan linguistique, parce que si on a une diversité de partenaires, les gens ne vont pas nous dire c'est apprendre ou à laisser. Parce que s'ils disent c'est apprendre ou à laisser, on va chez le voisin. Donc il y a une diversité qui peut nous arranger et le fait d'apprendre les autres langues ne se fait pas forcément au détriment de... Il faut que les Français les comprennent. Sur la question de l'apprentissage, comme vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, les étudiants de l'espace francophone, surtout en Afrique, ils se trouvent de moins en moins, de plus en plus, les portes des universités, des écoles d'ingénieurs ou de formation française se fermer quelquefois pour obtenir un visa pour venir étudier en France. C'est difficile. Ils apprennent sur des machines chinoises. Ils sont formés aujourd'hui dans des écoles indiennes, ils sont formés dans des écoles d'ingénieurs chinoises, indiennes, tout ça. Et c'est demain. Ce n'est pas une menace pour la France elle-même, pour son industrie, puisque si je suis formé sur une machine chinoise ou indienne, et quand je suis en fonction, je commande cette machine chinoise ou indienne. Tout à fait, c'est tout à fait exact. La France a commis une grave erreur, une erreur monumentale dont elle payera le prix encore en mettant un tournevis dans la délivrance des visas, en voyant derrière chaque étudiant qui veut venir un immigré qui ne va jamais rentrer dans son pays. Elle a fait ça. Et à un moment, la destination privilégiée des Africains francophones, c'est le Canada, les États-Unis, et la Chine ou même le Japon. Parce que ça, ce n'est pas les pays africains qui sont perdants en refusant aux étudiants de venir ici apprendre, parce que ça crée des liens, vous avez évoqué cela, mais ça crée aussi des liens. Le fait que les gens aient été formés en France, demain, ils ont des condisciples, ils ont des promotionnaires qui sont en France, ça sert les intérêts de la France, mais la France ne l'a pas compris. Visiblement, maintenant, il y a un travail de rattrapage qui est en train d'être fait, un travail d'ouverture, mais déjà, les gens ont commencé à prendre des destinations pour aller dans d'autres universités, et ça, c'est au détriment des universités françaises. Merci, cher confrère Sidi Kaba, d'avoir accepté cette invitation pour pouvoir échanger sur la question, la menace des pays africains de se retirer de la Cour pénale internationale et pour le prochain sommet de la francophonie qui se déroule du 26 au 27 à Tananarive, à Madagascar. Un dernier mot aujourd'hui pour vous, la politisation ou l'extrême politisation de la francophonie, c'est un danger pour la France ou pour l'Afrique? Je pense que la politisation de la francophonie est un danger pour la francophonie elle-même, pour l'organisation. Parce qu'elle perd de sa crédibilité puisqu'elle ne peut pas faire changer les choses. À mon avis, si la francophonie veut être encore utile, il faut qu'elle retourne à son cœur de métier, qui est la promotion de la diversité culturelle et technique. En ce moment, elle peut avoir une valeur ajoutée. Mais à trop vouloir s'engager sur le terrain politique, elle risque de s'enfoncer et ça fera au détriment de tous ses États membres. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Fidèles téléspectateurs des 21 TV, nous espérons que vous avez eu beaucoup de plaisir à suivre cette émission, comme nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter.